BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Bienvenue dans le grand journal de New York, votre rendez-vous du week-end pendant une heure depuis les studios du Nasdaq à Times Square. Nous allons à la rencontre de ces Français qui font l'actualité aux États-Unis. Nous nous pencherons tout d'abord sur le fait marquant de la semaine, les chiffres de l'emploi pour le mois de novembre. Nous évoquerons également l'inévitable dossier de la falaise fiscale, alors que les annonces en provenance de Washington se multiplient mais n'apportent pas vraiment de solution. Quelles conséquences pour l'économie? Nous verrons cela dans quelques instants avec Sébastien Galli, la Société Générale. Une économie américaine marquée par un secteur immobilier qui se reprend, en témoignent les dernières statistiques. Comment ça se passe pour l'immobilier commercial en particulier? Nous analyserons les dernières tendances avec un expert du secteur. Le cinéma français est à l'honneur à New York à l'occasion du festival In French with English Subtitles. Nous serons avec l'organisatrice de cet événement pour voir comment ça s'est passé. Nous parlerons également de la place du cinéma français ici aux États-Unis. Enfin, notre segment Nouvelles Technologies. Nous serons avec Alexandre Mars. Il nous livrera ses coups de cœur de la semaine. Mais tout de suite, on démarre avec un gros plan sur l'économie américaine. Une économie américaine qui a créé 146 000 postes en novembre. C'est beaucoup plus que prévu. Le taux de chômage recule de façon inattendue à 7,7% de la population active. C'est un plus bas en 4 ans. Sébastien Galli, bonjour. Bonjour. Vous êtes stratégiste à la Société Générale. Alors un rapport plutôt surprenant si on regarde dans le détail, même contradictoire, puisque les chiffres de septembre et d'octobre ont été nettement révisés à la baisse. Les chiffres de novembre sont supérieurs aux attentes, certes, mais on attendait un impact du passage de l'ouragan Sandy sur la côte est des États-Unis. Pas vraiment d'impact. Du coup, est-ce que par exemple, j'imagine que sur la prochaine publication devrait peut-être avoir des révisions à la baisse. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette publication? Mais l'impact en fait de Sandy était relativement fort. On sait que normalement il y a à peu près 69 000 personnes qui ne peuvent pas travailler à cause des problèmes de conditions météo. Cette fois-ci, il y en avait plus de 300 000 dans ces environs-là. Donc un chiffre énorme. Donc un impact. Il y a eu un impact. Ouais. Donc c'est le côté surprenant. Il y a eu un gros impact, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et cet impact n'a pas suffi en fait à endommager les chiffres. Comment on explique ces chiffres supérieurs aux attentes, ce décalage avec les attentes des professionnels, puisque le consensus était aux alentours de 90 000 créations de postes? Il y a plusieurs éléments. Un, du côté du taux de chômage, c'est parce qu'il y a moins de gens qui travaillent en général. Ouais. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, mais c'est un côté un peu déterministique. Ensuite, on a un autre impact, tout simplement que du côté des activités commerciales, de vente, achat et ainsi de suite, on a recruté beaucoup plus de gens qu'attendus. Ça veut dire qu'en fait, les gens sont relativement confiants vis-à-vis de la saison de Thanksgiving qui est extrêmement importante aux États-Unis, et on va maintenant dans la période de Noël. Ça indique quand même qu'il y a une très très forte demande venant de cet Américain moyen qu'on supposait être en difficulté. C'est certainement pas le cas. On peut voir aussi du côté de Amazon qui a recruté quand même d'énormes populations pour aider en fait à passer les cadeaux. Ce sont des emplois saisonniers, donc est-ce que c'est vraiment symptomatique de la vraie tendance sur ce marché de l'emploi? Parce que ça nous indique en fait un niveau de confiance supérieur à ce qui était attendu, et particulièrement considérant le fait que nous sommes dans une période où on est en pleine négociation de type fiscal qui en Europe serait relativement délétère. Aux États-Unis, on est à peu près à 20 jours et on n'est toujours pas en pleine panique. Donc on voit seulement certaines indications du côté des grands chefs d'entreprise qui ont un peu peur, mais le reste de la population l'ignore principalement. Ça fait un peu les titres des journaux, mais ça n'inquiète personne. Mais pour revenir à cette publication, ces chiffres de l'emploi, alors globalement, c'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça n'a aucun impact sur la décision de la Fed d'ici quelques mois ou même d'ici 6 à 12 mois. Mais ça indique en fait que l'économie américaine est en train de remonter la pente très lentement. On reste quand même avec un taux de croissance d'à peu près 1%. Il ne faut vraiment pas s'énerver d'un côté ou de l'autre. Non, il n'empêche que dans une période relativement délétère globalement, les États-Unis continuent à performer relativement bien. Mais vous ne pensez pas quand même que lors de la prochaine publication, sur le mois de début janvier, on aura quand même une nette révision à la baisse de ces chiffres? On peut avoir, c'est tout à fait possible, mais du côté, ça dépend de quelle source de données on regarde. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le Household Survey, où il y avait une forte augmentation avant, maintenant ça vient de chuter. Pour le moment, on va voir un renversement dans la prochaine data release. Donc effectivement, ça peut être une possibilité, mais on n'y est pas encore, on s'y attend. Les marchés en fait
ont des attentes relativement rationnelles. Ils ont été surpris de façon positive. Et je pense que c'est ce qu'il faut prendre des chiffres. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que, si on revient à ce dossier de la falaise fiscale, est-ce qu'on peut avoir un impact de ces chiffres sur les négociations, à votre avis, qui pour le moment ne semblent pas vraiment avancées? Non, pas très bien. En fait, ça aurait été beaucoup mieux d'avoir de très mauvais chiffres. Oui, c'est vrai. Ça crée beaucoup plus de peur dans le système, ça les force à accélérer. Et en fait, le marché ignore un petit peu ces négociations. Les gens qui achètent leur hot dog ou des hamburgers ou des t-shirts s'inquiètent relativement peu. Et donc, il n'y a pas énormément de pression sur les acteurs politiques pour arriver à une solution très rapidement. Cependant, on a quand même des indications qu'ils continuent leurs négociations. Généralement, quand ce sont de bonnes négociations, on parle peu. Oui. Il se passe beaucoup de choses derrière. Mais justement, il y avait un espèce de coup de fil entre M. Boehner, le responsable de la Chambre des représentants, et le président américain Barack Obama. Rien n'a filtré, même si vendredi, on a eu quand même une petite conférence de presse de M. Boehner qui a dit que c'était une conversation très plaisante, mais il n'y a pas eu vraiment de progrès de ce côté-là. Donc c'est généralement une bonne nouvelle. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, bah alors c'est bien. Parce que généralement il faut garder la face. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses en arrière. Donc on continue en fait dans les négociations et c'est juste une question de prix. Donc en ce moment, M. Boehner était en train de pousser l'argument que si on n'avait pas de résolution, ça allait frapper en fait les gens qui étaient les petits chefs d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça c'est l'élément avec lequel je suis prêt à négocier. Donc en fait, il est prêt à perdre du côté du haut niveau de taxation, donc les 2%, et ne plus les protéger. Pas le choix non plus, parce que si on regarde un petit peu le parcours, il a le choix, mais il a le choix. J'ai l'impression quand même que M. Barack Obama ne va pas céder sur l'augmentation des impôts, et que là... Et M. Boehner vient de lui dire implicitement sur quoi il est prêt à céder. Il est prêt à céder sur 2% du moment qu'on ait un certain avantage fiscal pour les petites entreprises. Donc c'est clair qu'il est en train de redistribuer vis-à-vis de son, de sa population politique. C'est un jeu de tactique, des messages comme ça cachés. Donc dans un processus de négociation, en fait, moi je viens du système de banque centrale, donc ça commence à un point où on n'est pas en accord, mais on dit on va arriver à un accord. Ensuite on procède, on dit je suis prêt à donner ce point-là, ce point-là. Ensuite, on est en désagrément, donc on rentre dans cette phase de désagrément, et ensuite on a une convergence très rapide. Et là, on vient d'arriver au point où on est en train de dire, je suis prêt à vous donner ça si vous me donnez ça. D'accord. Mais ça veut dire qu'ils vont aller en plus forte divergence, et ensuite on va avoir une convergence extrêmement rapide. Alors, ça veut dire qu'on arrive à sauver la date butoir ou on peut dépasser? On va probablement la dépasser d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils vont arriver à des accords de principe, mais pas un accord de fond. Ouais. Ce qui est important, c'est l'accord de principe. L'accord de fond, ça peut durer des mois, sinon une année ou deux. Accord de principe, vraisemblablement, on l'espère, en tout cas avant la date butoir, et après on dépasse un petit peu pour avoir un petit peu plus de détails. Ça peut durer très longtemps, ça peut durer des mois et des mois et des mois. Donc les républicains vont essayer de faire durer ça autant que possible, les démocrates le moins possible. Ouais. Mais l'important, c'est l'accord de principe. Et l'accord de principe, on devrait l'avoir. Alors tout ça, ça veut dire quoi pour l'économie américaine? Parce que vous l'avez dit, on a quand même quelques commentaires quand même. Vous avez le patron de Bank of America qui a dit, oui, nous on sent quand même un impact auprès de nos clients. Ça va peut-être même durer, les effets de ces négociations durer jusqu'en 2014. Concrètement, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'économie américaine dans ce contexte-là? Il faut s'inquiéter maintenant et il ne faut plus s'inquiéter après, dans le sens qu'il y a un impact sur ce qui s'appelle l'incertitude. Donc l'incertitude a fortement augmenté. Une fois qu'on arrive à un accord, cette incertitude va disparaître. Ça va permettre à des chefs d'entreprise de prendre des décisions relativement claires qui vont dépendre, de l'accord, des niveaux de taxation, du changement du code en termes de taxes, qui est très important. Ça va prendre plus de temps. Donc cette incertitude-là va rester pendant quelques temps et ça va permettre ensuite des plans de relance qui vont continuer. Particulièrement puisque notre Monsieur Joe se comporte relativement bien et continue à acheter dans la rue. Même si on regarde avec les dernières données économiques, on a eu quand même vendredi l'indice de confiance qui n'était pas très bon. Là, on sent vraiment quand même, c'est peut-être aussi... On a un soupçon de doute, ouais. On a un soupçon de doute, et particulièrement ça dépend à qui on demande. Donc en fait, si vous allez me demander maintenant si j'ai peur de ce que les négociateurs vont faire, je vais dire oui, parce que je vais avoir un accord. Est-ce que j'ai vraiment peur? La réponse est probablement pas autant, mais je transmets un signal. Donc c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir un impact économique. L'impact économique est déjà maintenant. Ouais. Cet impact va se faire 3-4 mois dans le futur, donc il faut s'apprêter à des chocs négatifs, mais ensuite on va avoir une résorption et une résolution dans votre direction. Alors dans ce contexte-là, qui est plutôt particulier, on a quand même un grand rendez-vous
la semaine prochaine, la réunion de la Réserve fédérale américaine, réunion de 2 jours. On aura quand même une conférence de presse, donc c'est important. On aura quand même le sentiment des annonces de Ben Bernanke. Est-ce que c'est déjà, on peut s'attendre à un événement ou c'est un non-événement dans ce contexte-là? C'est un non-événement dans le sens que le Fed Evans, qui est l'un des principaux, qui est relativement proche de M. Bernanke, nous dit qu'il faut au minimum avoir 200 000 en termes d'emploi pendant 6 mois pour commencer à s'inquiéter. Ouais. Ça, c'est juste pour aller en termes neutres, en termes de politique monétaire. On n'est pas là. Ça va prendre probablement d'ici la fin de l'année prochaine pour être à ce point-là. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Ils vont continuer exactement ce qu'ils doivent faire, particulièrement puisqu'ils sont face à des négociations fiscales dont ils ne connaissent pas la fin. Puis on a l'impression aussi que Ben Bernanke veut vraiment aussi mettre l'accent sur l'action des politiques et lui rester dans son coin. Ouais. Et ce qui est typique en fait d'un processus monétaire qui est vraiment arrivé à son pic. Ouais. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils perdent de la crédibilité s'ils en font beaucoup plus. Donc leur but c'est de faire ce qui est nécessaire, mais pas faire nécessairement ce que les politiques voudraient qu'ils fassent. Et qu'en est-il de l'opération Twist? On va continuer à twister ou... Ça dépend en fait de l'offre et la demande le long de la courbe. Donc ouais. En fait il est plus probable qu'ils étendent un petit peu partout le long de la courbe s'ils vont faire une autre opération. À un certain moment, on ne sait pas exactement quand. En fait, ce que la Fed fait, c'est qu'elle va analyser le long de la courbe et voir en fait quels sont les points qu'ils considèrent être riches ou chers. Et ensuite, ils vont ajuster leur opération en fonction de ça. Ensuite, ils ont une deuxième contrainte qui consiste à regarder quelle est la partie de la courbe qui est détenue par la Fed versus le reste du marché. Et donc, ils vont trouver l'opération optimale, s'ils le font, pour avoir le maximum d'impact sur la courbe, soit des US Treasuries, soit bien sûr des MBS. Bah écoutez, en tout cas, on verra ce que ça donnera la semaine prochaine pour ce rendez-vous. Sébastien Galli, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes stratégiste à la Société Générale. On vous retrouve très bientôt, on l'espère, sur notre antenne, quant à nous. Et donc, on va parler un petit peu du marché immobilier. Restez avec nous sur BFM Business.